Aujourd'hui, quand la science devient l'art de déterminer ce qui s'est passé. Les scientifiques savent désormais faire parler un cheveu, une goutte de sang, un éclat de peinture, des micro-algues, un minuscule bout de dent, des larves de mouches et bien d'autres sortes de choses. Grâce à de nouvelles techniques qui participent de ce qu'on appelle la forensique, qui est l'art d'établir des preuves, ils aident à la résolution de certaines enquêtes criminelles, parfois de très longues années après les faits. Notre question du jour sera celle-ci. Comment ces scientifiques un peu particuliers travaillent-ils ? Et sur quel savoir scientifique s'appuient-ils pour établir des preuves ? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Mathieu Nossan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur avec Catherine Malaval d'un livre intitulé Scène de crime, scène au pluriel, crime au singulier, avec comme sous-titre Dans le labo de la gendarmerie nationale. Vous avez donc mené une enquête que vous allez nous raconter, mais qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet, a priori ? Écoutez, on s'est intéressé à ce sujet un peu par hasard. On n'est pas férus à la base, ni Catherine Malaval, ni moi-même, de faits divers. Mais il se trouve qu'on a une formation scientifique à la base et on fait partie de l'association des journalistes scientifiques. Et cette association a organisé une visite de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, qui est situé à Cergy-Pontoise. Et on a participé à cette visite. Il nous a semblé que c'était très intéressant parce qu'il y avait énormément de techniques. Il y a 250 experts au sein de cet institut, avec un nombre de départements très important et qui couvrent des disciplines scientifiques très très diverses. Oui, il y a des physiciens, il y a des chimistes, il y a des pharmacologues, des généticiens, des biologistes, des toxicologues, des informaticiens, des entomologistes. Ouais. Parce qu'on se sert d'insectes, on y reviendra. Ouais. Puis d'autres encore, des anthropologues. Des anthropologues également, effectivement. À quoi peuvent-ils contribuer, les anthropologues ? Les anthropologues, généralement, ils interviennent quand il faut dater, identifier des personnes, en fait. C'est-à-dire que sur la base du crâne, généralement, ils ont un certain nombre de points anthropologiques qui permettent d'identifier une personne et de savoir à peu près quel peut être le visage de cette personne et de reconstituer, on va dire, le visage de cette personne. Est-ce que vous avez été transformé vous-même par cette enquête ? Moi, j'ai découvert un monde en vous lisant. Oui. Et j'imagine que passer plus d'un an à discuter avec ces experts, ça doit changer le rapport qu'on a avec la science peut-être, et aussi avec les faits divers. Personnellement, moi, c'est surtout avec les faits divers que ça a changé ma vision, parce que je m'intéressais, comme je le disais tout à l'heure, je m'intéressais pas forcément beaucoup aux faits divers, mais cet aspect scientifique et cette façon de traiter les faits divers, j'ai trouvé ça assez passionnant. Alors, qu'est-ce que ce laboratoire qui s'appelle l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, doit au fiasco de l'affaire Grégory ? Beaucoup. En fait, il s'est créé en 1987, justement sur la base d'une déception et d'une blessure énorme de la part des gendarmes, de la gendarmerie nationale, qui a eu lieu pendant l'affaire Grégory. C'est-à-dire que au moment de l'affaire Grégory, ils sont aperçus que c'était un fiasco absolu. La scène de crime n'avait pas été gelée. Ce qu'on appelle geler une scène de crime, ça veut dire que plus personne ne peut pénétrer sur cette scène de crime-là et sur cet endroit-là, pour que les prélèvements qu'on y fait puissent ne pas être souillés et qu'on puisse vraiment en retirer quelque chose. Ils sont aperçus donc à ce moment-là qu'il n'y avait aucun protocole pour geler une scène de crime. Et ils sont aperçus aussi qu'ils avaient beaucoup de retard en termes de technique pour analyser des prélèvements. Par rapport à d'autres pays ? Surtout par rapport à l'Angleterre, par rapport aux États-Unis évidemment, mais aussi par rapport aux Pays-Bas, qui sont, on va dire, les 3 pays les plus avancés dans le domaine. Et donc il y a eu une réaction de se dire c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, on est trop en retard. Et c'est à ce moment-là que s'est créé l'IRCGN, donc en 1987. C'est Pierre Jox qui était ministre de l'Intérieur qui l'a décidé. Tout à fait. Et même quand on en parle aujourd'hui, aux plus vieux d'entre eux, qui ont vécu cette affaire Grégory, on a interrogé notamment une personne un gendarme qui était là à cette époque. C'est une vraie blessure. Ils se disent qu'ils ont vraiment complètement raté. Quand on vous lit, on voit qu'il y a un nombre d'erreurs absolument incroyable. Oui. La question est de savoir si ces erreurs étaient perçues comme des erreurs à l'époque,
ou si c'est rétroactivement que, ayant amélioré les protocoles, on reconnaît dans l'histoire passée des failles, des faillites. Non, enfin, quand on les interroge, on s'aperçoit qu'ils savaient très bien à l'époque, enfin, assez vite, en fait, ils sont aperçus que ce fait divers et ce crime avait été très très maltraité. Et qu'il y avait eu beaucoup d'erreurs qui avaient été faites. Donc je pense pas que ça soit a posteriori, je pense qu'il y a eu une prise de conscience à ce moment-là, et elle s'est faite assez vite en fait. Et si l'affaire Grégory avait lieu aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait la résoudre avec les techniques et grâce aux méthodes que vous racontez dans le livre? Oui, absolument, très probablement. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y avait exactement la même affaire qui se produisait, évidemment, eux disent qu'ils réussiraient à résoudre l'affaire. Ils disent d'ailleurs, pourtant ils fanfaronnent pas énormément, mais ils disent que normalement, si tout se passe bien, il n'y a pas de raison qu'ils ne retrouvent pas un criminel. Il y a tellement maintenant de techniques et tellement de possibilités pour identifier un criminel et trouver des preuves qui permettent d'avoir un jugement en bonne et due forme, que normalement, sauf erreur de leur part, il ne devrait pas y avoir de crimes impunis. Mathieu Dossan, alors vous parlez de crimes impunis justement, mais est-ce que on peut montrer grâce à ces travaux scientifiques menés autour d'enquêtes policières, le nombre d'erreurs judiciaires a diminué? Alors ça c'est compliqué à dire. Je vous pose la question parce qu'il y a quelques années j'ai pu voir un débat entre François Besse, qui s'est évadé 7 fois de prison, ce qui veut dire qu'il a été souvent arrêté par des gendarmes. Il dialoguait avec Patrick Touron, qui je crois travaille dans cet institut. Et la première chose qu'il lui a dite, c'est je vous remercie d'avoir diminué le nombre d'erreurs judiciaires. Alors très probablement que ça a diminué le nombre d'erreurs judiciaires. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'erreurs judiciaires et que le risque est nul. Et d'ailleurs, l'ensemble de ces scientifiques le disent. Ils disent par exemple sur l'ADN, ceux qui travaillent sur l'identification grâce au traçage génétique, donc à l'ADN, le disent. On identifie un ADN, mais derrière, est-ce que c'est l'ADN du criminel qu'on a vraiment retrouvé ou un ADN de transfert? Ou un ADN de transfert, effectivement. Alors, on sait que par exemple, quand on serre la main à quelqu'un, on lui transmet son ADN. Et si cette personne-là resserre la main à quelqu'un d'autre, il y aura 2 ADN, son propre ADN et celui de la personne à qui la serre. On peut accuser un innocent. Voilà. Alors, ce qu'ils disent eux, c'est que c'est pour ça que il faut effectivement mettre en place un très grand nombre de techniques, ce qui permet d'avoir un faisceau d'indices et qu'une seule technique ne suffise pas à accuser quelqu'un. C'est-à-dire même l'ADN qui semble être la technique la plus importante et la reine des techniques ne suffit pas en tant que telle et elle-même uniquement à accuser quelqu'un. Oui, Mathieu Dossan, avant de vous lire, moi je pensais que l'ADN c'était vraiment la reine des preuves. Et en lisant ce que vous racontez de certaines affaires, j'apprends que c'est pas vrai. Non. Il peut y avoir des erreurs et que la meilleure preuve c'est la bonne empreinte digitale. Alors, en fait, l'empreinte digitale, effectivement, c'est une technique qui date, puisque en fait, la première fois qu'un suspect a été identifié grâce à une empreinte digitale, ça date de 1902. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Grâce à ce qu'on appelle la dactyloscopie. Oui, c'est absolument. En fait, ce qui est intéressant dans les empreintes digitales, alors donc encore une fois, c'est une vieille technique, mais ce qui a beaucoup évolué, c'est la façon dont on arrive à révéler les empreintes digitales sur des supports qui sont parfois compliqués. Par exemple, quand on a un support qui est poreux, autrefois on avait beaucoup de mal à révéler une empreinte digitale sur un support poreux. Maintenant, on a des techniques qui permettent de les révéler. Donc une technique ancienne, mais qui est encore toujours utilisée, et effectivement qui est quand même la base des techniques qui sont utilisées, en plus de l'ADN, et on recherche toujours les empreintes digitales. On peut se dire, mais les criminels, depuis la nuit des temps, savent qu'il faut mettre des gants, par exemple, pour éviter de laisser ces empreintes. Mais il n'empêche que parfois, on traite une affaire, par exemple, dans laquelle, en fait, ils ont retrouvé une empreinte digitale sur sur une flaque de sang séché. Donc ça montre bien que c'est une technique qui est toujours utile. Alors pourtant, 2 jumeaux homozygotes qui sont donc issus du même œuf fécondé, n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Alors comment est-ce qu'elles se forment, ces empreintes? À quel âge? Et qui explique
Qu'est-ce qui explique que deux jumeaux n'aient pas les mêmes? Alors, elles se forment in utero, à partir entre la 10e et la 16e semaine de grossesse. Et elles sont définitives à peu près à la 24e semaine de grossesse. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est effectivement le fait que le patrimoine génétique seul ne détermine pas des empreintes digitales, c'est-à-dire que selon par exemple la pression, la position du fœtus dans l'utérus, les différentes pressions que celui-ci subit pendant la grossesse, eh bien, on va avoir des empreintes digitales qui vont être différentes. Et c'est ce qui explique effectivement tout ce qui influence la grossesse, et pas simplement le patrimoine génétique. Ce qu'on appelle un peu aussi l'épigénétique pour les connaisseurs, c'est ce qui explique que des jumeaux monozygotes provenant d'un même œuf qui ont exactement le même patrimoine génétique n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Mais elles se comportent, elles se conservent combien de temps? Vous racontez l'histoire de chercheurs anglais en 2005 qui ont identifié des empreintes digitales dans un sarcophage égyptien vieux de 3000 ans. 3000 ans. Empreintes qui appartenaient à l'artisan qui a confectionné le sarcophage. Alors, on suppose que, en fait, c'est des empreintes qui, effectivement, appartenaient à celui qui a fait le sarcophage. Mais effectivement, elles se conservent très très longtemps. Et cet exemple de 3000 ans est juste incroyable. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement, même si elle réclame beaucoup de détails, l'affaire dite Patricia Wilson? Oui, alors l'affaire Patricia Wilson, c'est l'affaire d'une Britannique qui, en fait, a été retrouvée. Alors, en fait, son logement a été retrouvé vide. Il y a des voisines néerlandaises qui arrivaient, qui ont visité son logement plusieurs fois et qui sont inquiétés parce qu'au bout de 2 ou 3 jours, en fait, ils ne la voyaient pas dans ce logement et donc ils se sont inquiétés. Et il se trouve qu'elles sont rentrées donc dans le logement, elles ont retrouvé des traces de sang et donc là, elles ont fait appel à la gendarmerie. La gendarmerie a commencé à enquêter, s'est aperçu que en fait, elle avait reçu un certain nombre de coups de fil d'un ancien amant. Qui était son jardinier. Et ensuite, ils ont analysé effectivement la voiture, par exemple, de cet ancien amant et un certain nombre de choses chez lui, et ont retrouvé des traces de sang et ont identifié que il s'agissait bien de l'ADN de Patricia Wilson. Mais ça ne suffisait pas pour accusé et en termes de preuves, c'était pas suffisamment puissant pour être sûr que c'était lui qui avait tué Patricia Wilson, parce que lui disait qu'elle s'était blessée lors de sorties dans sa voiture, par exemple, et c'est comme ça qu'il justifiait la présence de traces de sang de Patricia Wilson. Jusqu'à ce que il découvre donc une empreinte digitale sur une flaque de sang séché dans la maison de Patricia Wilson. Et à ce moment-là, comme je le disais, quand on a un faisceau de preuves, c'est beaucoup plus simple, effectivement, lors d'un procès en cour d'assises, d'incriminer quelqu'un. Donc le meurtrier a été condamné? Il a été condamné. Alors lui, il précise qu'il est innocent. Il a toujours clamé son innocence, mais il a été condamné. Et le corps n'a jamais été retrouvé? Et le corps n'a jamais été retrouvé. Alors maintenant, Mathieu Dossin, est-ce qu'on peut revenir plutôt sur l'ADN, puisque vous montrez dans votre livre qu'on peut tirer parti de l'ADN d'une autre personne que le coupable. Il y a une relation de parenté entre le criminel et puis une autre personne dont on a l'ADN. Tout à fait. Alors en fait, c'est une technique qui s'appelle l'ADN en parentèle. C'est-à-dire que jusqu'à il y a assez peu de temps, on va dire une dizaine d'années, quand on voulait essayer de retrouver quelqu'un, quand on voulait savoir si une personne qui était présente dans un fichier de criminels ou un fichier de personnes qui avaient fait des délits matchait avec un ADN qui avait été retrouvé sur une scène de crime, eh bien, il fallait que leurs ADN respectifs, enfin donc les deux empreintes génétiques, matchent à 100%.
Mais il se trouve qu'il y a un chercheur qui était à l'IRCGN qui s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de retrouver des ascendants et des descendants, c'est-à-dire que on essaie de démontrer que les deux ADN ne matchent qu'à 50%, puisque, comme vous le savez, on hérite à 50% du patrimoine génétique de son père et à 50% de sa mère. Donc ça veut dire qu'un meurtrier pourrait être confondu par l'ADN de son fils? Absolument, et c'est déjà arrivé. C'est la fameuse affaire Élodie Kulik. Oui, c'est l'affaire Élodie Kulik. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que quand il a fait cette découverte, déjà il a fallu 1 an pour que cette technique soit inscrite dans le code de procédure pénale. Et donc, il n'a pas pu l'utiliser tout de suite, lui. Mais il l'a utilisé pour cette affaire Élodie Kulik. Et effectivement, ça a permis de mettre sur la, enfin, de retrouver l'assassin de cette jeune femme. Cette jeune femme qui a été découverte morte en janvier 2002. Oui, absolument. Avec un corps complètement calciné. Oui. Et ça a été pendant très longtemps un cold case, comme on dit, un cas froid. Oui, qui a absolument. été réveillé grâce à l'application de cette nouvelle technique. Oui. Mais quand on cherche dans une base de données des ADN qui contiennent la moitié d'un ADN de référence, j'imagine que le nombre de cas explose. Oui, et c'est pour ça qu'il faut des algorithmes très puissants. Lui, à l'époque, quand il a fait cette découverte, donc c'était 10 ans après la découverte du corps à moitié calciné d'Élodie Kulik, en fait, il leur a fallu 1 semaine pour trouver un ADN qui matchait à 50%. Maintenant, ils ont des algorithmes qui sont beaucoup plus puissants, donc ils sont capables de faire cette analyse et beaucoup plus rapidement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a pu retrouver dans cette affaire-là? Dans cette affaire-là, en l'occurrence, on avait retrouvé le corps à moitié calciné, mais on avait aussi retrouvé un mégot de cigarette à côté du corps, et on avait retrouvé un préservatif. Et donc, les enquêteurs avaient prélevé l'ADN, avaient essayé de déterminer l'ADN qui correspondait au sperme, et aussi sur le mégot de cigarette, puisque vous savez que au niveau de la salive, on peut aussi déposer son ADN. Et donc ils avaient un ADN, mais ils avaient essayé de le comparer à tous les ADN présents dans les fichiers, dans un fichier qui s'appelle le FNAEG, qui est un fichier centralisé en fait de toutes les personnes qui ont été condamnées pour des faits de crimes ou des délits assez importants, et ils ne trouvaient personne. Ils ont fait aussi des prélèvements dans tout le voisinage et ils n'ont trouvé personne non plus. Et en fait, c'est 10 ans après, quand ils ont refait cette analyse, mais en recherchant uniquement que 50% de similarité, qu'ils ont retrouvé en fait une personne qui était encore en vie. Et donc ils ont interrogé cette personne. Et cette personne-là, à partir de la découverte de cette personne-là qui n'était absolument pour rien dans ce crime, et ils sont aperçus qu'il avait un lien de parenté avec la personne qui avait qui avait assassiné qui était soupçonné en tout cas. Alors qui était soupçonné. Ce qui s'est passé dans cette affaire qui est un peu particulier, c'est que le criminel en question est mort dans un accident de voiture l'année d'après, donc en 2003. Et donc au moment de cette découverte, 10 ans après, cette personne n'était plus en vie. Il y a une autre affaire terrible, l'affaire des frères Lénisa, oui. Qui montre 2 choses. D'une part que la forme des traces de sang est un indice très précieux. Alors comment est-ce que vous nous expliquez comment cette forme est indicatrice de la façon dont le sang a pu apparaître à l'endroit où il se trouve? Et puis il montre aussi qu'une crise de démence peut provoquer des scènes de crime. Ce qui est d'ailleurs l'anagramme. Ouais. L'anagramme qui a été, je le signale, trouvé par Olivier Garcia. L'anagramme de crise de démence, c'est scène de crime. Ah, c'est l'anagramme du titre de votre livre. Ah. On va le mettre en sous-titre. Oui, je l'apprends et c'est très intéressant. Alors, quelle est cette affaire des frères Lénisa? Ah, c'est une affaire assez lugubre. En fait, c'est un des 3 frères, en fait, qui est rentré chez lui, qui était en conflit avec son père, qui lui disait qu'il était un bon à rien. C'est le père qui disait ça au fils. C'était le père qui disait ça au fils, effectivement. Et il y a effectivement une sorte de crise de démence où il arrive chez lui avec un pistolet. Ses deux frères jouaient
aux jeux vidéo sur l'ordinateur et il les a tués de sang-froid. Enfin, il a tué le premier et le deuxième s'est enfui dans sa chambre. Il a été dans sa chambre, il a tué le second. Et ensuite, il a tué son père. Et puis, quand sa mère est arrivée dans la maison, il a essayé de la frapper avec une batte de baseball, mais elle a réussi à s'échapper et donc à signaler que son fils était en train de faire un homicide terrible. Et alors, là, vous racontez une chronologie. Oui. Mais quand on découvre les cadavres, on peut pas déterminer directement quelle était la chronologie. Non, absolument. Donc comment l'analyse des traces de sang a-t-elle pu reconstituer intégralement la séquence des événements? Alors là, c'est un peu particulier. En fait, c'est à quelle forme une tache de sang? Ouais, une forme de. Alors, en fait, il y a ce qu'expliquent les experts en ce qu'on appelle morpho-analyse des traces de sang. C'est qu'en fait, selon la forme de la trace de sang et la grosseur de la trace de sang, on peut déterminer en fait ce qui a généré la formation de cette trace de sang sur le support en question. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes, il y a 3 types de mécanismes. Un mécanisme qu'on dit passif, c'est-à-dire que par exemple, si vous saignez du nez, le sang se dépose par terre et les traces de sang auront plutôt une forme ovale. Il y a des mécanismes qui sont plutôt actifs, c'est-à-dire si, par exemple, on vous met un coup de batte de baseball dans la figure et qu'il y a du sang qui éclate de votre visage, à ce moment-là, il est projeté sur un support et les traces de sang sur le support auront plutôt une forme ovoïde. Et la dimension des traces de sang et leur répartition va aussi donner une indication de la distance entre la personne qui a été frappée et le support. Et puis il y a un mécanisme, un troisième mécanisme qui est de dégradation, qu'on appelle de dégradation. Parfois, des traces de sang peuvent être projetées d'un endroit à un autre. Par exemple, un insecte peut aller puiser dans une trace de sang sur une scène de crime et déposer du sang ailleurs. Et donc ça, c'est un mécanisme qu'on appelle de dégradation. Et donc, par rapport à la forme de ces traces de sang, à leur répartition et aussi à leur grosseur, eh bien, les experts arrivent générément à comprendre quel mécanisme a été à l'origine de leur formation, et donc derrière, à essayer de comprendre comment le meurtre a eu lieu. Et là, en l'occurrence, c'était un meurtre avec un tir, grâce à un pistolet, en fait. Là, c'était très compliqué parce qu'il y a deux possibilités. Ou bien, en fait, la personne est loin d'un support quelconque, et à ce moment-là, le sang qui est projeté du fait du tir par balle retombe en fait sur le plancher, et à ce moment-là, c'est une forme ronde. Ou bien, il est assez près d'un support, et à ce moment-là, il y a des traces de sang sur le support. Et là, ils peuvent beaucoup mieux définir où se situait la personne, où se situait le tireur, etc. Là, dans cette affaire, il se trouve que, en fait, ils ont trouvé que des traces de sang avec un mécanisme qu'on appelle passif, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qui était tombé sur le sol. Mais par contre, qu'ils ont pu établir exactement dans quel ordre les meurtres ont eu lieu, à quelle distance, tir à bout portant. Oui, malgré tout, ils ont pu définir ça. C'est une sorte de balistique sanguinaire. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est très étonnant parce que, en fait, moi, quand j'ai été discuter avec l'expert en question, alors ils ont des caméras en 3 dimensions, ils ont des appareils photo qui permettent de reconstituer complètement toute la maison. Donc il m'a montré, en fait, on entre dans la maison, on entre dans chacune des pièces, et puis sur la vidéo, en fait, on voit dans chacune des pièces l'ensemble des traces de sang. Ils ont mis une étiquette sur chacune des traces de sang. Et donc il disait que c'était un peu les Valérie Damido de l'IRCGN. Mais c'est intéressant de voir comment ils utilisent des technologies très modernes pour reconstituer la scène de crime dans son ensemble, c'est-à-dire vraiment en 3D.
dans la maison, dans chacune des pièces, où était la position du corps, est-ce que le corps a été déplacé à un moment donné ou pas. Évidemment, quand un corps est déplacé, la trace de sang n'est pas la même. Et aussi dans cette affaire-là également, en fait, ils ont retrouvé du sang sur un vêtement du jeune homme qui était le meurtrier, et qu'ils expliquent par un phénomène de rétroprojection, c'est-à-dire que quand on tire avec un pistolet sur une personne, il y a une partie du sang qui en fait se reprojette à l'inverse de la direction du tir, et donc qui éclabousse le tireur. Et par rapport aussi au diamètre de ces traces de sang et à l'importance de leur présence, on peut à peu près savoir à quelle distance le tireur se trouvait de la personne sur laquelle il a tiré. Mathieu Nosson, d'une façon générale, les experts dont vous parlez appartiennent à des disciplines complètement différentes. Et lorsqu'il y a une enquête qui est en cours, est-ce qu'ils mutualisent leurs résultats ou est-ce qu'ils travaillent chacun dans sa spécialité pour ne pas se laisser influencer par les résultats que les autres pourraient obtenir? Ils travaillent chacun dans leur spécialité. Ils se parlent pas, a priori. Il n'y a pas de raison qu'ils se parlent, parce que tout ceci est en fait dirigé par le magistrat. C'est-à-dire que c'est à lui, c'est au magistrat et à l'enquêteur de récupérer l'ensemble des indices et des preuves de toutes ces disciplines-là pour essayer d'en faire quelque chose et pour essayer de reconstituer l'histoire du meurtre, comment est-ce qu'il s'est déroulé. Mais ce n'est pas aux scientifiques en tant que tels de faire cette analyse-là. Oui, mais ça doit être très frustrant, j'imagine, d'avoir des résultats, de pouvoir les discuter avec d'autres qui travaillent sur d'autres méthodes pour voir si ça coïncide ou non. Alors, je pense que c'est pas quelque chose qui leur est interdit. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller voir le département voisin pour savoir un peu sur quoi ils travaillent. Et par rapport à la frustration que vous évoquez, nous, ce qu'on a vraiment vu, c'est que selon les techniques, il y a des experts qui sont présents du début à la fin d'une enquête. Par exemple, en balistique, les experts arrivent sur la scène de crime. Ils participent à la reconstitution du crime quand un accusé doit subir une reconstitution. Et puis ils participent à la cour d'assises. Donc en fait, ils suivent l'enquête du début à la fin. Donc eux ont une très bonne connaissance des affaires et ils sont en lien constant avec le magistrat et avec l'enquêteur. Il y a d'autres disciplines, par exemple en odontologie, où eux ils reçoivent plutôt des prélèvements dans leur laboratoire. Ils les analysent, ils émettent un rapport et ensuite ils savent pas très bien ce qui se passe derrière. Donc selon les scientifiques, on va dire que il y a une frustration qui est plus ou moins importante. Quand ils arrivent à suivre l'ensemble de l'enquête et qui connaissent finalement à la fin et qui participent au jugement en cour d'assises, qui sont cités en tant qu'experts, à ce moment-là, il n'y a pas de frustration parce que ils connaissent. Mais quel est l'état psychologique de ces chercheurs un peu particuliers? Parce qu'ils sont sur des cas un peu sordides parfois. Ouais. Est-ce que ça, disons, contamine le rapport qu'ils ont avec leur découverte et la nature même de leur travail? Ça dépend beaucoup. Alors, encore une fois, ceux qui qui ne vont pas vraiment sur les scènes de crime et qui ne savent pas grand-chose des affaires qu'ils traitent, eux, à la limite, il n'y a pas d'impact psychologique. Pour ceux qui participent aux enquêtes du début à la fin, là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors après, nous, on a trouvé qu'ils avaient des mécanismes de défense, de valorisation, et aussi, justement, le fait de savoir ce qu'il advient de l'enquête, et si quelqu'un a été condamné, si quelqu'un a été inculpé, etc. C'est quelque chose qui est très important psychologiquement pour eux. C'est-à-dire de voir les conséquences, ou en tout cas en quoi leur expertise a permis de faire avancer l'enquête. Ça, c'est quelque chose qui est psychologiquement très important pour eux. Mathieu Nosson, est-ce que chaque arme a son ADN?
Ouais. Est-ce qu'une arme est toujours différente d'une autre arme, même si elles sont du même modèle, de la même série? Oui, absolument. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la balistique. Ouais. Et donc il y a des experts à l'IRCGN donc qui sont spécialisés dans la balistique. Et en fait, qui expliquent que, par exemple, quand on parle de pistolets qui sont des armes à canon rayé, en fait, quand on éjecte le projectile, eh bien, il y a des micro-rayures qui se font lors de l'éjection et qui sont caractéristiques de l'arme utilisée. Et ils disent même que d'un coup à un autre, c'est-à-dire si on tire 2 fois, les micro-rayures ne seront pas exactement les mêmes. Et donc, ils ont un fichier qui recense en fait l'ensemble des balles avec les micro-rayures qui ont été trouvées. Et quand ils trouvent une balle sur une scène de crime, ils vont systématiquement essayer de voir s'il n'y a pas une autre balle retrouvée sur une autre scène de crime qui pourrait matcher, ce qui pourrait permettre de relier 2 crimes, par exemple. Une sorte d'ADN des balles. Absolument. Mais on peut voir la différence entre 2 pistolets, pour prendre l'exemple que vous venez de citer, non pas en les regardant eux-mêmes, les pistolets, mais en regardant les balles qui sont sorties du canon. Oui, tout à fait. Alors, il y a une histoire que vous racontez, l'affaire Ploneves du Faou, oui, où cette expertise balistique a joué un rôle déterminant. Oui, en fait, c'est le meurtre d'un boulanger qui a été commandité par son ex-femme, où en fait, très tôt le matin, il sort de sa maison et il y a un homme qui lui tire dessus, d'abord avec un fusil, et puis ensuite avec un pistolet. Il se trouve que cet homme s'est remis en couple avec une jeune femme qui lui vient en aide, et le meurtrier tire de nouveau à la fois sur la jeune femme et sur le boulanger en question. Alors on n'a jamais su, et ça c'était un des éléments de l'affaire, si il avait voulu tuer également la jeune femme ou s'il avait voulu tuer uniquement le boulanger. Mais cet homme-là, en fait, il s'est trouvé que il s'agissait d'un crime commandité. En fait, cet homme-là avait des dettes auprès du nouvel amant de l'ancienne femme du boulanger. Et donc, c'est le couple qui lui a demandé, comme un tueur à gages, d'aller tuer cette personne-là. Et là où la balistique est intervenue, c'est qu'en fait, quand vous avez un fusil, par exemple, un fusil, en fait, il n'y a pas un seul projectile. Lorsque vous tirez avec un fusil, il y a énormément de billes de plomb, en fait, qui sont expulsées. Et là, il se trouve que il avait tiré une fois le meurtrier avait tiré une fois sans toucher sa victime. Et donc, l'ensemble des billes de plomb avait formé une espèce d'ellipse, un espèce de trou au niveau du plafond. Et donc, ce qu'ont analysé ces experts en balistique, c'est quelle est la taille de l'hélice, et ça leur a permis de comprendre à quelle distance se trouvait le meurtrier. Et dans un deuxième temps, ils ont aussi analysé les billes de plomb qui avaient été retrouvées du premier tir de fusil qui avait touché le bras du boulanger et qui avait causé sa mort. Parce que là encore, ces billes de plomb en fait sont projetées et en fait elles sont et en recherchant ces billes de plomb, ils ont pu également corroborer la position, à la fois la position du meurtrier et la position de la victime. Mathieu Innocent, est-ce que vous pouvez nous parler des mouches? De l'usage que ces scientifiques dont vous nous parlez en font pour dater un crime, par exemple, quand on retrouve un cadavre dans un état de composition, ou plutôt de décomposition plus ou moins avancée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans les 24 à 72 premières heures après la mort d'une personne, dans des conditions de température ambiante, les conditions environnantes, évidemment, jouent beaucoup sur la vitesse de décomposition. Conditions normales de température et de pression. On va dire. Exactement. Dans les 24-72 heures, il y a en fait toutes les données thanatologiques permettent de dater la mort de la personne. Mais au-delà de 24-72 heures, ces données thanatologiques ne suffisent plus.
Et donc ce qui est utilisé, c'est effectivement le fait de retrouver certaines larves de mouches sur le corps. On sait que il y a à peu près 8, ce qu'on appelle des escouades d'insectes nécrophages qui se succèdent au fur et à mesure de la décomposition d'un corps. Et selon les larves que l'on retrouve, on est capable de dater d'à peu près 48 heures la mort d'un corps quand elle est advenue à peu près 2 mois précédemment. Et pourquoi? Parce que le cadavre, c'est une sorte de buffet campagnard. Absolument. Donc les mouches rappliquent. Ouais. Et la séquence temporelle des différentes larves qui apparaissent indique la chronologie qui sépare depuis le meurtre. En fait, le type de mouche qui va s'emparer du cadavre, d'insecte qui va s'emparer du cadavre, est différent. Et en fait, c'est toujours la même séquence qui a lieu. Et donc, quand on trouve les larves d'une mouche qui est censée être la 7e de la série, on sait à peu près depuis quand le cadavre est en décomposition. Et est-ce qu'on peut prouver que quelqu'un qu'on retrouve mort dans une rivière s'est noyé? Oui. J'ai l'impression que c'est difficile. Alors, et là, on n'utilise non pas des mouches, mais des algues. On utilise des microalgues qui s'appellent les diatomées. Il se trouve que, alors là, on parle uniquement de l'eau douce, hein, c'est beaucoup plus compliqué dans l'eau de mer. Il se trouve que, en fait, lorsqu'une personne se noie, alors ces diatomées, ces microalgues sont présentes dans l'eau douce dans toutes les rivières. Et il se trouve que quand on se noie, en fait, l'eau arrive dans les poumons et perfore les alvéoles. Et on fait des gestes, en fait, pour essayer de survivre. Et donc on avale beaucoup d'eau, et sur un temps qui est relativement important. Et ces alvéoles explosent, et donc toute cette eau qui est avalée va en fait se propager à l'ensemble de l'organisme. Et donc quand on se noie, on va retrouver ces diatomées non seulement dans les poumons, mais aussi dans la moelle osseuse, aussi dans les reins, aussi dans le foie. Ce qui n'est pas le cas si, par exemple, une personne a été tuée et qu'on a déposé son corps dans une rivière. Donc si on avait fait cette analyse, par exemple, on aurait pu savoir si le petit Grégory était mort noyé ou s'il était mort avant d'être mis dans l'eau. Tout à fait. Parce que quand un corps est déposé et qu'il n'y a pas eu comme ça que la personne ne s'est pas débattue à tel point qu'elle a avalé beaucoup d'eau et que ses poumons ont été perforés, à ce moment-là, il y a quelques diatomées quand même au bout d'un moment dans les poumons, mais on n'en retrouve pas dans la moelle osseuse, on n'en retrouve pas dans les autres organes. Mais ça marche pour des corps qui sont retrouvés dans l'eau douce. Oui. Et pour l'eau de mer, on fait comment? Ah, l'eau de mer. Il y a aussi des gens qui se noient dans la mer. Absolument, mais aujourd'hui, on n'a pas de technique particulière pour savoir si on a projeté quelqu'un qui était déjà mort dans l'eau de mer, enfin, si on l'a, ou bien si la personne s'est noyée. Est-ce qu'il y a des affaires qui doivent l'intégralité de leur élucidation à la science? C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu ces équipes dont vous nous parlez, l'affaire serait demeurée un cold case, comme on dit, éternellement? L'affaire Élodie Kulik, très clairement, cette affaire, en 2003, on n'avait vraiment aucune idée de qui pouvait être le meurtrier. Et le meurtrier a été identifié 10 ans après grâce à l'ADN. L'ADN de Parentel. Ah oui, l'ADN de Parentel. Et est-ce qu'il est vrai qu'il y a plus d'empoisonneuses que d'empoisonneurs? Ça, c'est un mythe. C'est un mythe d'ailleurs probablement un peu sexiste qui repose probablement sur le fait qu'on se dit que les femmes n'ont pas la force nécessaire ou n'ont pas l'aplomb nécessaire pour tuer quelqu'un autrement qu'en l'empoisonnant. Il faut dire qu'il y a des spécialistes. Alors, on parlait de l'affaire Manuela González. Je sais pas si elle est championne du monde, mais en tout cas, elle est bien classée. Effectivement, en fait, on a découvert. Alors, elle a finalement été condamnée pour l'empoisonnement de son mari, mais elle avait fait auparavant, elle avait empoisonné auparavant 4 pas mal de gens. Oui, 4 de ses anciens amants. Ouais. Et qu'est-ce qu'on appelle un profileur ou une profileuse?
Alors c'est quelqu'un qui va essayer de... Alors d'ailleurs, il préfère qu'on les appelle les comportementalistes. Donc c'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance des sciences du comportement et qui va essayer de définir le profil potentiel d'un criminel sur la base d'un certain nombre d'éléments qui vont être retrouvés sur la scène de crime. Donc ce sont plutôt des psychologues ? Alors ils ont souvent une formation de psychologue, c'est vrai. Mais les sciences du comportement, c'est une science en tant que telle qui se développe de plus en plus et qui vient évidemment des États-Unis et qui est encore assez peu développée en France. Il y a beaucoup de réticences dans les gendarmeries, localement dans les sections de recherche, parce c'est une science molle, on va dire. Hein. Vous voyez, c'est par rapport aux autres sciences, c'est tellement différent. Mais c'est en train de se développer quand même. J'ai appris en vous lisant, Mathieu Nossan, qu'on a une carte d'identité dans la bouche. Oui, on a une carte d'identité dans la bouche parce que chacun a une dentition qui est différente. Et puis, selon son âge aussi, la position des dents est différente, enfin notamment pour les enfants, jusqu'à ce qu'on ait les dents définitives. Donc, et puis, par exemple, si on s'est fait faire un plombage, enfin voilà, l'ensemble des soins dentaires qu'on a pu faire peuvent permettre de nous identifier. Il y a une affaire que vous racontez en détail qui est l'affaire Flactif, oui. dans laquelle cette technologie, enfin cette identification de dentition a permis de résoudre l'affaire. Oui. Alors pas vraiment de résoudre l'affaire. Hein. Cette affaire Flactif est là encore assez lugubre. En fait, il s'agit du meurtre d'une famille entière, hein, un couple et ses trois enfants, par un voisin qui les détestait. Enfin, il y avait plusieurs personnes qui ont contribué à ce meurtre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le fils d'un premier mariage de l'épouse qui devait se rendre dans la maison au grand bornand de cette famille et qui est arrivé en trouvant maison vide avec le frigo rempli, etc. Et donc il s'est inquiété, il a appelé les gendarmes. Et en fait, les experts de l'IRCGN sont arrivés et ils ont retrouvé notamment un petit bout d'émail dentaire dans une rainure du parquet. Et ils ont identifié qu'il s'agissait d'émail dentaire humain, parce que l'émail dentaire humain, on peut le distinguer de l'émail dentaire d'un chien ou d'un animal quelconque. Il se trouve que ensuite l'enquête a démontré que, parce qu'on savait pas ce qu'étaient devenues toutes ces personnes, a démontré que donc ces personnes avaient été tuées et ensuite que leur corps avait été déplacé et avait été calciné. Et en fait, là où aussi la recherche des dents est importante, c'est que ça a permis d'identifier, parce que vous savez que en fait quand on brûle un corps, l'émail dentaire est quelque chose de très résistant. Et donc on va retrouver la dernière chose qu'on va retrouver d'un corps, c'est très souvent ses dents. Ça résiste au feu. Ça résiste au feu, absolument. Est-ce que, ça c'est une question un peu générale, presque d'épistémologie, est-ce que la forensique, c'est-à-dire cette science des preuves, fait progresser la science elle-même, ou est-ce qu'elle tire simplement parti des progrès des sciences ? Ah, c'est intéressant. Je pense qu'elle tire parti des progrès des sciences. Je vous pose la question parce que une scène de crime peut devenir, d'après ce que je comprends en vous lisant, la mère d'une science. Non, oui. C'est une blague. Parce que l'anagramme de scène de crime, c'est mère d'une science. Ah, vous avez trouvé 2 anagrammes. Non, c'est Olivier Garcia qui l'a trouvé. Merci à vous, Mathieu Nossan, d'être venu nous parler de cette façon très particulière de faire de la science. Je recommande la lecture de votre livre, Scène de crime, sous-titre Dans le labo de la gendarmerie scientifique, ouvrage que vous avez rédigé avec Catherine Malaval. Merci à vous. Absolument, merci.